Ils importaient des objets interdits en détention à l'aide de drones, de jour comme de nuit. Le 2 décembre dernier, après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes ont interpellé 2 hommes et une femme dans la région nantaise, soupçonnés d'avoir organisé des livraisons dans plusieurs établissements pénitentiaires dans l'ouest de la France. Les suspects prenaient d'abord contact avec les détenus par les réseaux sociaux, leur proposaient leurs services, puis effectuaient des livraisons de téléphones portables, mais aussi de produits stupéfiants et d'armes directement au sein des prisons. Un mode opératoire qui semble étonnant, mais qui tend à se développer de jour en jour grâce au progrès notamment des nouvelles technologies. Comment des objets interdits en détention atterrissent-ils dans les cellules des détenus français? Et de quelle manière l'administration pénitentiaire fait-elle face à ces nouveaux défis? Je suis Pauline Revenat et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Elisa Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Flavie Rault, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du syndicat national des directeurs pénitentiaires et ancienne directrice adjointe de la prison de la Santé. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on reviendra avec vous sur ces objets illégaux qui entrent au sein des prisons françaises à l'insu de l'administration pénitentiaire. Mais d'abord, Elisa, un rappel des faits. Il y a quelques jours, 3 personnes ont été interpellées dans la région nantaise pour des livraisons illicites en détention. Oui, c'est le fruit d'une enquête qui a couru sur plusieurs mois, qui remonte en fait au 16 avril dernier. Ce jour-là, le directeur du centre pénitentiaire de Nantes fait un signalement à la justice. Il dit qu'il a constaté que de très nombreuses livraisons interdites sont effectuées au sein de son établissement. Et plus précisément, il explique que des objets strictement interdits en détention se feraient un chemin dans les cellules des détenus grâce à des livraisons par drone. Dans la foulée de ce signalement, le parquet de Nantes va ouvrir une enquête préliminaire. Les gendarmes de la brigade de recherche de Nantes vont s'attacher à découvrir quelles sont les personnes qui, depuis l'extérieur de la maison d'arrêt, organisent ces livraisons et aussi comment elles s'y prennent. Et leurs investigations vont finir par payer puisque 2 hommes de 24 et 27 ans et la mère de l'un d'entre eux, une femme de 54 ans, sont identifiés puis interpellés le 2 décembre dernier. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir organisé ces livraisons interdites via les réseaux sociaux. En l'occurrence, ils sont soupçonnés d'avoir utilisé Snapchat pour correspondre avec des détenus et leur proposer leurs services. Ils organisaient ensuite des livraisons dans des établissements pénitentiaires de divers départements de l'ouest de la France, notamment le Calvados, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique, la Sarthe, la Seine-et-Marne et la Vienne. Et parmi les objets qu'ils proposaient de livrer, on trouve notamment des téléphones portables, mais aussi des produits stupéfiants ou encore des armes. On l'a dit, ce sont des objets strictement interdits en détention. Donc, pour contourner la surveillance de l'administration pénitentiaire, les suspects organisaient des livraisons par drone. Selon le parquet de Nantes, ces livraisons, elles pouvaient avoir lieu de jour comme de nuit avec des méthodes différentes selon l'heure. En pleine journée, les colis étaient largués par les drones dans la cour de promenade et pouvaient donc être facilement récupérés par les détenus. Et en pleine nuit, les objets étaient placés dans des chaussettes qui elles-mêmes étaient livrées directement aux fenêtres des cellules des détenus. Alors Flavie Rault, ici on parle d'un cas très précis, mais est-ce que ce type de mode opératoire est courant lorsqu'on parle de la manière dont des objets interdits sont introduits en détention ? En effet, malheureusement, on se rend compte que depuis quelques années, je dirais à peu près depuis 2020, la présence des drones et de ce type de livraison que vous avez très bien décrite est une problématique pour les établissements pénitentiaires et que finalement, ça devient un des modes privilégiés parce qu'il est peut-être finalement plus simple d'accès pour les personnes détenues et puis ceux à l'extérieur qui se chargent de ces livraisons, si on peut appeler ça comme ça. C'est finalement plus simple de procéder ainsi que par rapport à d'autres méthodes plus anciennes, comme le fait d'introduire des objets via les parloirs ou même via des projections. La méthode qui a précédé les drones, c'est effectivement de lancer des objets par-dessus les murs avec pas mal d'incertitudes autour de qui va réceptionner, est-ce que ça va arriver dans une zone adaptée, est-ce que ça va arriver à la bonne personne ou dans le bon secteur. Aujourd'hui, on voit qu'avec les drones, il y a vraiment un système de précision. Et ce que vous avez décrit illustre bien la problématique parce qu'on se rend compte qu'il y a un véritable marché souterrain qui se crée en dessous de tout ça, contre lequel il est extrêmement difficile de lutter dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui en détention. Qu'est-ce qu'on livre précisément par drone ? Alors, on livre, comme vous l'avez dit, un certain nombre de téléphones portables, de produits stupéfiants. Je pense que ça, c'est le gros des troupes. Et puis, on livre sans doute aussi des choses qui sont encore plus problématiques pour les personnels pénitentiaires. Ça peut être des armes, alors essentiellement des armes blanches. En tout cas, on a quand même peu de cas
où on retrouve d'autres types d'armes, même si ce sont des choses qui arrivent. Et puis après, on va retrouver des objets divers qui vont permettre de se connecter, des clés USB, des choses comme ça. En tout cas, vraiment, le gros des troubles, je pense qu'on est sur du téléphone portable et du produit stupéfiant. Alors pour en revenir à ces arrestations à Nantes, Elisa, c'est grâce à des écoutes téléphoniques dans ce dossier que les enquêteurs sont parvenus à remonter au suspect. Oui, exactement. Une fois que ces personnes ont été identifiées, elles ont été placées sur écoute et c'est ce qui a permis aux gendarmes de comprendre comment ils procédaient pour ces livraisons, de remonter un peu la chaîne, de déterminer aussi à quelle fréquence elles avaient lieu et il se trouve qu'elles étaient quasiment quotidiennes. On sait qu'entre le 1er février et le 2 décembre, qui est, on l'a dit, la date de leur interpellation, eh bien, les suspects ont loué des véhicules afin de se rendre aux abords d'une dizaine de maisons d'arrêt. Et au total, on a recensé 464 vols de drones pour des livraisons sur ces établissements. Et le principal suspect, lui, était d'ailleurs muni d'un drone très haut de gamme qui lui permettait de transporter en une seule fois jusqu'à 1 kilo de marchandises. Le jour de l'arrestation, l'un des suspects venait d'ailleurs tout juste d'effectuer une livraison par drone. On a l'impression qu'on est dans une PME là. Oui, effectivement, les interpellations, elles ont eu lieu à 6 heures du matin, seulement quelques heures après une de ces livraisons à la maison d'arrêt de Nantes. Une grosse opération judiciaire est donc organisée avec 40 militaires de la compagnie de Nantes. Ils ont interpellé les suspects, ils ont procédé immédiatement à des perquisitions, à la fois au domicile de ces personnes et dans les véhicules qu'ils avaient loués pour l'occasion. Et les enquêteurs, à ce moment-là, ils ont saisi divers objets, à commencer par un drone évidemment, mais aussi des batteries, des couteaux, des cartouches, de l'argent liquide aussi, 12 000 euros en espèces, ou encore de très nombreuses chaussettes remplies de téléphones ou de stupéfiants. Flavio, on vient d'évoquer un certain nombre d'objets interdits qui passent par les mailles des filets. On l'a évoqué ensemble, les objets les plus courants et puis d'autres un peu plus problématiques. Dans ce cas très précis, les malfaiteurs présumés utilisent des drones, mais est-ce qu'il existe d'autres moyens que les drones de faire entrer ce type d'objets interdits en détention ? Oui, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Un des moyens très très répandus historiquement, c'est le fait de pouvoir rentrer des objets interdits lorsqu'on vient rendre visite à une personne au parloir. Ça suppose quand même de le cacher sur soi et de ne pas se faire attraper. Il y a un certain nombre de contrôles qui sont réalisés, donc sans doute est-ce plus délicat finalement que le système qu'on vient de décrire avec des drones. Et puis ce système des projections, le dernier dont on n'a pas encore parlé, c'est celui qui consisterait à se faire amener par des agents qu'on aurait corrompus. Alors malheureusement, c'est quelque chose qui arrive dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires, contre quoi on essaye de lutter. La difficulté étant de parvenir à objectiver quand on a des doutes sur le fait qu'il existe ce type de trafic. L'important, c'est de l'objectiver. C'est quelque chose qui prend parfois du temps et en tout cas, c'est quelque chose contre quoi l'administration tente de lutter activement avec toutes les difficultés qu'on connaît. Elisa, les 3 suspects qui ont été arrêtés début décembre, ils ont été placés en garde à vue, évidemment. Ils ont fourni assez peu d'explications. Oui, en tout cas, des explications qui ont semblé assez peu crédibles. Mais l'enquête, elle, a permis de rassembler suffisamment d'éléments probants, selon les gendarmes et la justice. Donc, les 3 suspects ont été déférés au parquet. Plusieurs chefs ont été retenus contre eux, à savoir remise illicite d'objets à détenus, engagement par télépilote d'un drone au-dessus d'une zone interdite, acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants et pour finir, blanchiment. Les délits les plus sévèrement punis restant ceux liés au trafic de stupéfiants puisqu'ils sont passibles de 10 ans de réclusion. Dans un communiqué concernant cette affaire, le procureur de Nantes, Antoine Leroy, explique par ailleurs que la protection des établissements pénitentiaires est une préoccupation nationale, déjà parce qu'elle doit garantir la sécurité des agents pénitentiaires, mais aussi parce que ces objets n'ont pas leur place en prison. Et il précise d'ailleurs que de nouvelles interpellations pourraient bien avoir lieu dans d'autres dossiers similaires. Ici, dans ce cas précis, les 3 suspects devaient comparaître le 5 décembre dernier, mais leur procès a été renvoyé, donc ils seront jugés à une date ultérieure. Merci Elisa pour ce récit. Flavie Roux, je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat des directeurs pénitentiaires et que vous-même avez été directrice adjointe de la prison de la Santé. On le disait il y a quelques instants, certains objets sont introduits lors des parloirs. Est-ce que les détenus sont fouillés à chaque fois et est-ce que les visiteurs passent par des portiques qui peuvent permettre de détecter la présence de certains objets? Comment ça se passe précisément à la Santé, par exemple? Alors, le système est assez bien rodé. En réalité, quand vous venez rendre visite à quelqu'un, vous passez un certain nombre de contrôles d'identité d'abord pour vous assurer de votre identité et aussi du fait que vous avez bien un permis de visite pour rendre visite à la personne détenue concernée et puis que vous avez bien rendez-vous ce jour-là. Et puis ensuite, on a des contrôles qui sont assez identiques à ce qui se produit dans un aéroport. Donc, vous passez vos effets, déjà vous vous délestez d'une partie de vos effets à l'extérieur. La plupart des choses restent à l'extérieur dans les petits casiers. Et puis, le reste, vous le passez sous un tunnel
à rayon X et vous-même, vous passez en dessous d'un portique qui permet de détecter les masses métalliques. Alors, les masses métalliques, ça ne correspond pas forcément à l'ensemble des objets qu'on a cités. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent quand même passer si vous les avez sur vous. Un certain nombre d'établissements qui présentent un niveau de sécurité plus élevé aujourd'hui disposent aussi de ce qu'on appelle des portiques à ondes millimétriques, les fameux POM dont nous parle le garde des Sceaux avec son plan de sécurisation d'un certain nombre d'établissements. Et là aussi, on connaît, c'est un système qui existe dans certains aéroports. C'est effectivement un système qui présente un niveau de sécurité beaucoup plus élevé parce qu'il permet plus facilement de détecter un certain nombre d'objets. En revanche, ça prend quand même un temps qui est un petit peu plus long. Donc, quand vous avez des flux importants de personnes à faire rentrer au parloir, évidemment, c'est plus difficile. Et puis surtout, ça ne détecte pas ce que vous auriez à l'intérieur de votre corps. Donc, malgré tout, il y a encore une petite zone qui permet voilà, une petite zone d'incertitude qui permet de ne pas s'assurer à 100% que la personne n'est porteuse de rien. De l'autre côté, les personnes détenues, lorsqu'elles ressortent des parloirs, ne font pas l'objet de fouilles systématiques. C'était le cas avant 2009. Depuis 2009, la réglementation a changé. Elle a changé pour des raisons juridiques parce que ce n'était pas conforme à la législation européenne. Et de toute façon, c'était quand même assez intéressant que cette réglementation évolue parce qu'on se rend compte que quand on doit fouiller de manière systématique un certain nombre de personnes détenues au parloir, vous pouvez avoir un certain nombre de personnes. Je citais souvent l'exemple de la santé où vous avez une 50 cabines de parloir précisément. Il faut fouiller 50 détenus en un temps très très court, ça nécessite pas mal d'agents. Si vous le faites très très rapidement de manière superficielle, concrètement, vous n'attraperez pas grand-chose. Le geste professionnel sera fait de manière un petit peu expéditive et donc sans doute assez peu efficace. Donc aujourd'hui, on procède plutôt par des contrôles ciblés lorsqu'on a des suspicions. Et puis, pour être tout à fait complet, on a un système d'îlotage pendant le déroulement des parloirs, c'est-à-dire que des agents circulent d'un côté et de l'autre de la coursive pour regarder du côté des familles, mais aussi du côté des personnes détenues, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui ne permet pas non plus une surveillance constante, mais en tout cas une surveillance assez régulière. Et en ce qui concerne donc les livraisons par drone dont on a parlé, on a dit qu'elles tendaient à se multiplier finalement. Et on a parlé d'un drone assez haut de gamme voilà, qui permet de transporter jusqu'à 1 kilo de marchandises. Est-ce que c'est une inquiétude, ça, pour l'administration pénitentiaire, de voir ces moyens-là technologiques se développer ? C'est une vraie problématique, en effet. Alors, vous le savez sans doute, on a des dispositifs de lutte anti-drone. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une petite soixantaine d'établissements qui est équipés de ce type de dispositif. En revanche, on sait d'ores et déjà que ce sont des dispositifs qui, même s'ils ne sont pas inefficaces totalement, ne permettent pas d'intercepter ou en tout cas d'empêcher de rentrer un certain nombre de drones. On a un taux de réussite qu'il faudra évaluer, j'espère, assez rapidement, mais en tout cas qui n'est pas suffisamment satisfaisant pour nous permettre de lutter complètement contre cette problématique. Concrètement, les moyens dont on dispose aujourd'hui ne sont peut-être pas tant technologiques qu'humains et l'important, ce serait sans doute aussi de pouvoir avoir une meilleure surveillance des abords. Alors, c'est aussi quelque chose qui relève des forces de l'ordre et de la sécurisation périmétrique des établissements, compte tenu des difficultés des effectifs qu'on connaît aussi bien du côté des forces de l'ordre que de l'administration pénitentiaire. C'est un véritable enjeu. Et puis, côté vraiment à l'intérieur des murs, l'important aussi, c'est que les agents puissent avoir suffisamment de temps pour faire l'ensemble des gestes professionnels qu'ils ont à faire au quotidien de manière correcte, répétée. Et par exemple, on peut citer le fait de pouvoir faire des sondages de barreaux quotidiens, le fait de pouvoir contrôler le caillebotis qui est de l'autre côté de la fenêtre et qui permet d'empêcher qu'un certain nombre d'objets soient récupérés, le fait de pouvoir faire des fouilles de cellules de manière régulière et puis surtout avec du temps, c'est-à-dire le faire de manière consciencieuse. Tout ça, c'est quelque chose qui nécessite des agents. Et des agents, vous le savez, nous n'en avons pas assez. On a de grosses carences en termes de personnel de surveillance. Et en revanche, on a beaucoup de détenus. Et donc, le différentiel entre les deux fait que les agents, concrètement les agents qui sont sur la coursive essentiellement, n'ont pas le temps de procéder au contrôle qui serait nécessaire pour endiguer un tel phénomène. On sait que souvent les livraisons concernent des téléphones portables, on l'a dit. Il existe des brouilleurs d'ondes qui couvrent les établissements pénitentiaires. Est-ce qu'ils sont efficaces et est-ce que certains téléphones sont au contraire indétectables ? Alors, on sait très pertinemment que ces brouilleurs ne sont pas efficaces, sinon on ne serait pas à 80 000 portables saisis chaque année. Et si on se concentre même sur les établissements qui sont dotés du fameux système de brouillage de téléphonie, on se rend bien compte que le nombre de saisines ne permet pas de conclure à l'efficacité. En réalité, on a un véritable défi technologique, une véritable marche à monter de ce point de vue-là. Je pense qu'il est grand temps qu'on s'y mette et qu'on cherche d'autres solutions technologiques. Il semblerait que d'autres États, comme l'Espagne par exemple, arrivent à faire des meilleurs résultats en
la matière. Et puis, éternellement, je redis la même chose, je pense que l'humain reste aussi quelque chose de déterminant pour parvenir à saisir ces téléphones. C'est une chose qu'il rentre, il y a déjà un filtre à faire pour que le moins possible rentre. Et une fois que c'est rentré, il y a aussi un filtre important à faire pour qu'on puisse saisir et de manière régulière, pas seulement via le système de fouille XXL qu'on réalise actuellement et qui finalement est une débauche d'énergie et de travail pour quelque chose qui va être assez peu durable en réalité. Quelques jours après ces opérations de fouille qui auront été extrêmement coûteuses en argent et en temps de travail des agents, on aura à nouveau une quantité importante de ces produits qui seront rentrés par les moyens que vous avez décrits. Donc l'intéressant, c'est plutôt de faire ce travail de manière permanente tous les jours et ça nécessite du personnel. Et je rebondis sur ce que vous avez décrit tout à l'heure, la corruption de certains agents pénitentiaires. Ça aussi, c'est vraiment un des enjeux de cette problématique-là particulière? Alors la corruption des agents, c'est sans doute un enjeu en matière de trafic, en matière de téléphone portable. En réalité, s'il n'y avait que ça, ce serait encore des choses relativement maîtrisables. Les plus grosses difficultés, elles se situent plutôt dans le fait que les agents, par leur action, enfin les agents qui seraient corrompus, par leur action, pourraient permettre à des personnes détenues qui présentent une certaine dangerosité de poursuivre des trafics à l'extérieur. On pense évidemment aux narcotrafiquants, pourraient permettre finalement aux détenus d'avoir une action bien plus importante que simplement passer un coup de téléphone. Le problème, c'est pas le coup de téléphone en lui-même, ça va être effectivement tout ce qui va être accompli derrière grâce à l'introduction de ce type de produit. Ça peut être aussi permettre à une personne détenue de tenir un véritable trafic de stupéfiants à l'intérieur de l'établissement. Voilà, la difficulté, c'est vraiment les actions criminelles ou délinquantes qui en découlent de l'autre côté. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.